que les gens arrivent. Donc là, on est en live, donc on va attendre que les gens arrivent gentiment. Ouais, puis on les voit arriver en haut dans le public, hein, c'est ça, là-haut. Ouais, c'est ça, ouais. Sur la- Tu les vois arriver, et puis généralement, je leur demande de faire un petit coucou pour être Mhm, sûr qu'ils nous voient bien, qu'ils nous entendent bien, mhm, mhm. qu'on parle pas dans le vide, quoi. Voilà, exactement, ouais. Voilà, on a déjà du monde, donc bonjour ou rebonjour tout le monde, j'espère que vous avez eu le temps de prendre votre douche. Bonjour. Faites-nous un petit coucou pour nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Voilà, on a un petit Super. coucou. Alors, je vais garder la page des questions et puis je vais quand même aller sur le groupe pour voir si tout va bien. Bonsoir. Ah oui, je les vois s'afficher. Ouais, c'est bien, donc c'est bon, alors c'est qu'on est là. Bon, bah, bonsoir tout le monde. Ravi d'être de nouveau avec vous cette fois-ci pour discuter, mais c'est bien aussi des fois. Et puis du coup, ben, je suis ravi de t'accueillir, Fabienne, au sein du groupe ce soir pour parler d'un sujet qui est vraiment important et je dirais même récurrent dans mon activité et puis les personnes que je peux côtoyer en coaching. Mhm. C'est ce fameux périnée. Eh Et, oui. et donc, du coup, ben, on est là ce soir pour en discuter ensemble. Ce que je propose de faire dans un premier temps, c'est, si tu es d'accord, que tu te présentes et puis que tu nous racontes un petit peu ton parcours, arrivé Volontiers. là-dedans et puis pourquoi tu t'es spécialisé dans le périnée, quoi. Oui, tout à fait, avec plaisir. Alors, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être là et puis de pouvoir discuter comme ça. C'est très sympa et rigolo de tenter cette formule. Alors, donc moi, je m'appelle Fabienne Schwadegger. Je suis physiothérapeute. Et puis, c'est à la fin de ma formation de physio, en fait, que j'ai entendu pour la première fois une conférence sur le plancher pelvien. Je me suis dit, mais tiens, c'est marrant parce que je finis une formation de physio. Et puis, en fait, dans ma formation de physio, j'avais appris l'anatomie du plancher pelvien, mais on en avait finalement très, très peu parlé. Et puis, j'ai été vraiment surprise d'apprendre qu'il y avait toute cette musculature si importante. Et puis, ça m'a quand même déjà fait un peu tilt à ce moment-là. Donc, en fin de formation de physio. Peu après, j'ai eu un premier enfant assez rapidement. Donc, j'étais encore aussi très jeune. Et puis, j'ai été vraiment frappée de voir à quel point on était suivi pendant la grossesse. Et puis, à quel point il y avait ensuite, après l'accouchement, vraiment une absence de rites, d'exercices, de suivi postpartum. Et puis je me suis dit, ah ben voilà, alors ce périnée-là, tout à coup, on remarque qu'il est là, hein, alors qu'avant, on ne sait pas toujours à quoi il sert. Là, on remarque bien qu'il y a un petit problème, puis qu'il va falloir faire quelque chose avec lui. Et puis là, c'était un peu le néant. Alors bon, ça date ça d'il y a 27 ans, hein, puisque ma fille a 27 ans. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des sages-femmes qui sont beaucoup plus présentes, qui viennent à domicile, donc il y a plus de suivi, mais il y a quand même dans notre culture une sorte de vide dans le postpartum, dans lequel on ne sait pas quoi faire, ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, comment aller de l'avant avec ce corps qui a quand même changé. Et puis c'est vraiment cette expérience-là qui m'a fait me dire, ah bah tiens, j'avais entendu cette conférence sur le périnée, maintenant je me forme en rééducation du plancher pelvien. Et puis j'ai fait ça du coup tout de suite, il y a 27 ans, enfin 26 ans. Et puis je me suis formée en fait en rééducation, en pelvipérinéologie, ça s'appelle. Et c'est une formation quoi? C'est médical? T'as fait ça où? Avec qui? C'est une formation post-graduée pour les physiothérapeutes. Il existe aussi des formations de rééducation pour les sages-femmes, du reste, hein, Hmm. parce qu'il y a aussi des sages-femmes qui font de la rééducation. Et puis, j'ai fait ça à l'époque au CHUV, et puis Hmm. c'était passionnant, ça m'a tout de suite beaucoup intéressée. Ce qui fait que quand j'ai eu terminé cette formation, j'ai directement pris des patientes, puis commencé à travailler. Et puis, je me suis rendu compte que c'était passionnant, que j'aimais beaucoup être aussi présente dans cette phase de vie pour les femmes. Et puis, ben voilà, j'ai affiné après aussi mes connaissances en me formant toujours dans ce domaine-là. Donc, j'ai abandonné en fait la physio traditionnelle pour vraiment me spécialiser Ah, d'accord. en pelvipérinéologie. Donc, je ne fais plus m'occuper d'une prothèse de genou.
Enfin, j'ai quelques souvenirs, mais je me suis vraiment spécialisée pour tout ce qui concerne la sphère du périnée. Donc, tu ne fais que ça depuis que tu as fini ta formation, en fait. Ouais, on peut Ok. dire, ouais, quasiment. Après, bien sûr, j'ai fait d'autres choses aussi, hein, du drainage, la fatigue, tout un tas d'autres choses. Mm. Mais vraiment, et puis beaucoup aussi de formations liées à la paroi abdominale, enfin tout ce qui va avec, parce que le périnée, il n'est pas tout seul, hein. Donc en fait, Mhm. en fin de compte, finalement, de se concentrer sur le périnée, c'est aussi se concentrer sur la respiration, sur la paroi abdominale, sur la stabilisation de la musculature en règle générale. Donc c'est vaste quand même. Mhm. Et pourquoi on appelle ça le plancher pelvien? Est-ce que tu sais? C'est un mot qui est un petit peu ennuyeux, plancher, parce que ça sous-entend quelque chose de fixe, Mhm. alors que justement, ce périnée, donc plancher pelvien, périnée, c'est des synonymes. La même chose. Ouais. Ouais, c'est la même chose. C'est un ensemble de muscles. Et puis, par définition, un muscle, il est loin d'être comme un plancher. Mhm. En fait, le périnée ou plancher, moi je l'appelle plutôt le périnée, parce que périnée, ça vient du latin, ça veut dire autour du sanctuaire. C'est quand Ah, même beaucoup plus joli je savais pas. que le plancher pelvien. Ouais, c'est vrai que plancher pelvien, c'est un peu barbare, ouais. Voilà, exactement. Donc en fait, ça n'a rien de plancher, c'est plutôt comme la toile d'un trampoline Ok, qui est là pour amortir, pour bouger. Donc c'est en aucun cas un plancher rigide. ok. Ça, c'est une chose sûre. Et Juste pour, vas-y. juste finir ce que tu me Ouais. demandais par rapport à mon parcours, euh, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu d'autres enfants, hein, j'ai 4 enfants. Donc ça m'a aussi beaucoup encore, j'ai encore pu, je sais pas comment dire, expérimenter aussi moi-même différentes manières de pouvoir retrouver un plancher pelvien qui fonctionne. Mais ça m'a aussi après amené à avoir de plus en plus de patientes qui me posaient des questions concernant leur intimité, concernant la sexualité, ou concernant aussi tout ce qui se passe du côté de l'anus, au niveau de la digestion et tout ça. Et puis, évidemment, ça élargit aussi les formations que j'ai eu envie de faire. Donc, je me suis formée après, il y a une dizaine d'années, en sexologie à l'Uni à Genève, puis dans différents courants sexologiques pour pouvoir aussi recevoir des femmes et des couples en difficulté sexuelle. D'accord, donc tu Et puis, pour moi, ça fait vraiment... Voilà, oui, parce que ça fait vraiment... Puis j'ai suivi aussi après justement une formation de thérapie de couple Hmm. pour... alors, une thérapie de couple quand cette question de sexualité, hein, pas Hmm. constellation de couple. Ouais, c'est pas quand ils se disputent pour le ménage, quoi. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Faut reconnaître ses limites. Ok, ouais, je vois, je vois. Et ça allait bien avec l'idée pour moi que, en fait, sur ces 10-15 centimètres, il se joue tout un tas de choses. Hein, il se joue tellement de choses importantes pour nos vies. Tout ce qui se passe au niveau urinaire, c'est complètement central puisque c'est la filtration du sang, hein, l'urine. Mhm. Il y a tout ce qui se passe au niveau de notre transit, l'assimilation hein, de tout ce qu'on mange. Et puis, il y a toute notre intimité, notre vie personnelle et amoureuse. Et tout ça se joue autour de ce plancher pelvien, de ce périnée. Mhm. Et puis, je trouve que c'est vraiment un endroit magnifique qui vaut vraiment la peine d'être investi avec beaucoup de respect et d'enthousiasme, je Ok. trouve. C'est très poétique comme tu le présentes. J'avais une question peut-être un peu personnelle par rapport à ce que tu as expliqué et ton parcours à toi. Tu dis que tu as eu 4 enfants et que du coup, ben, tu l'as expérimenté sur toi, si j'ai bien compris, en fait, ce travail. Est-ce que tu dirais que tu as eu de la chance de ne pas être trop impacté ou est-ce que justement, tu as eu les mêmes problématiques que tu rencontres chez certaines femmes et tu as mis en place un travail qui justement ben, fait que ça va mieux aujourd'hui. Enfin, je ne veux pas rentrer dans Mhm. cette idée, hein, mais juste Non, ouais, dans quelle position tu es, toi? tout à fait. Moi, ce que je dirais, c'est que pour toute femme, il va y avoir des changements après un accouchement. C'est vraiment très rare d'avoir une patiente qui dit, ben voilà, j'ai accouché 1, 2, 3 fois, et puis je ne sens et ne remarque aucune différence, que ça soit par rapport à sa continence ou par rapport à la sensation de
position de ses organes. Il peut y avoir des pesanteurs au niveau du périnée. Ouais. Ou par rapport tout simplement à sa perception lors des rapports sexuels, il y a souvent des changements. Puis je dirais qu'un changement qu'ont presque toutes les femmes, c'est qu'avant d'avoir des enfants, on a en fait le périnée qui a une petite course musculaire. Donc, on le sent souvent assez peu. Quand on dit à une jeune femme ou à un homme, hein, du reste, parce que les hommes, ils ont un périnée qui ressemble vraiment énormément à celui d'une femme, quand on leur dit, mais serrez votre périnée, souvent, les gens disent, ouais, je ne suis pas sûre de faire juste. Ou bien c'est un tout petit mouvement, donc je ne suis pas très sûre. Puis ce qui se passe après un accouchement, c'est que comme les muscles sont très étirés par le passage du bébé et par la grossesse aussi, hein, n'oubliez qu'il y a aussi la grossesse, du coup, on a un périnée qui va avoir plus de course musculaire. Donc, ça va avoir tendance à bouger plus. Ce qui fait que comme il est un peu plus relâché, on va le sentir aussi plus quand on contracte. Okay. Donc, à quelque part, on a à la fois un peu plus de perception du périnée, mais à la fois, des fois, on a l'impression aussi qu'il y a des faiblesses. Donc, ça va là. Des faiblesses, j'en ai eu parce que je n'ai pas eu un très bon premier accouchement avec un forceps. Les forceps font très, très souvent des dégâts au niveau de la musculature du plancher pelvien. Et puis, du coup, j'ai aussi dû rattraper, entre guillemets, 2-3, je dirais, lésions. Et puis, je me suis rendu compte que même s'il y a des changements, c'est pas forcément perdu à tout jamais. Et puis, la catastrophe pour la suite, quoi. D'accord, donc ça se répare, ça se travaille, il y a quelque chose… Il y a des choses qui se stabilisent, il y a des choses qui s'améliorent, surtout ce qui est lié à la force, vraiment à la capacité musculaire. Et il y a des petites modifications plus difficiles à changer, surtout quand il s'agit de la position de nos organes. Donc, quand il y a des descentes d'organes, on peut des fois les stabiliser et puis même des fois avoir un impact positif dans le postpartum, dans la première année. C'est beaucoup plus délicat si une patiente vient en traitement 10 ans après une naissance. Elle a une descente de vessie, par exemple, on va avoir plus de mal à pouvoir l'aider au niveau de la position de ses organes. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut traiter très rapidement, l'identifier vite et puis agir le plus rapidement possible. Plus on a… Exactement. Ok. Ouais, vraiment. En fait, cette période du post, elle devrait vraiment servir à d'abord comprendre qu'on est dans un temps de récupération. Donc, on n'est pas du tout dans le postpartum, dans un temps où il ne s'est rien passé, puis où on peut reprendre une activité comme si il ne s'était rien passé. Un accouchement, par rapport au plancher pelvien et puis aux organes, on pourrait le comparer à une entorse, parce qu'il y a un impact sur la musculature, justement, de ce périnée, et puis il y a un impact sur les ligaments qui tiennent tous les organes. Hein, parce que la vessie, l'utérus, le rectum, qui sont les organes, là, je peux vous les remontrer, hein, avec la vessie ici, l'utérus, le vagin, le rectum. Ces organes, ils sont tenus par des ligaments à l'intérieur du petit bassin. Et puis l'accouchement, évidemment, il a un impact important sur les muscles. Voilà, on voit les muscles du plancher pelvien. Ça, c'est le périnée. C'est immense, le périnée, en fait. Ah d'accord, tout ce qui est rouge, là, c'est le périnée. Tout ce qui est rouge, c'est le périnée. Donc nous, souvent, quand on pense au périnée, on se dit, ah, bah, c'est là où on m'a coupé, c'est là où il y a l'épisiotomie ou la déchirure, c'est ici. Okay. En fait, le périnée, il part depuis les 2 ischions, hein, donc depuis les 2 os des fesses. Il s'insère à l'avant sur le pubis et puis à l'arrière sur le coccyx. J'ai de la peine à viser avec mon… Voilà, on voit bien. Donc, du coup, c'est tout un groupe de muscles avec plusieurs couches musculaires. Il y a des muscles plutôt superficiels qu'on voit ici à l'avant du périnée vers le vagin. Il y a des muscles plus profonds qui sont plutôt en arrière sur le périnée postérieur. Donc, ce périnée, il est grand. Donc, du coup, c'est un groupement musculaire, c'est pas un muscle, c'est ça, hein? Exactement, c'est un ensemble de muscles. Exactement. Il y en a combien au total? Il y en a, alors là, je ne les ai pas recomptés. Il y a par exemple ici le pubovaginal, ischio-caverneux, bulbo-caverneux,
On Ah a ouais, le transverse superficiel, le transverse profond. Après, tous les releveurs de l'anus, qu'on appelle comme ça releveurs de l'anus, avec le puborectal, ischio-coccygien, il doit y en avoir une dizaine, comme ça, je ne ok, pourrais pas. d'accord. Mais c'est tout un tas de petits faisceaux. Puis ces petits faisceaux musculaires, quand on fait un toucher vaginal, pour autant qu'on ait un petit peu d'expérience, on arrive très bien à sentir quel muscle fonctionne correctement et puis à quel niveau on a perdu de la force. Donc, tout ça pour dire qu'on peut s'imaginer quand la tête du bébé passe, à quel point il y a un Mm. étirement pour toute cette musculature. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Donc, du coup, Donc, on pourrait se dire, OK, c'est comme une entorse. ok. Et puis, on se comporte comme quand on a une entorse, c'est-à-dire qu'au début, on décharge. Mhm, Donc, on pourrait se dire, les premiers jours postpartum, on reste vraiment tranquille couché. mhm. Et puis ensuite, on essaye de charger petit à petit, semaine après semaine, comme on le fait quand on a eu une lésion ostéo-articulaire, en fait. Et puis ça, dans notre culture, ça passe très mal, parce que je pense que les auditrices qui nous écoutent et qui ont eu des enfants sont d'accord. Il y a vraiment cette idée que on est une maman au top si 3 jours après l'accouchement, on est à la Migros, avec notre bébé, Le l'école, boulot, allez, on a repris. voilà. Ah ouais, je vois. Et puis en fait, c'est comme s'il ne s'était rien passé, Mhm, alors que c'est un bouleversement qui est évident, mhm, qu'au niveau hormonal, on a les tissus qui sont encore complètement relâchés, on mhm, a notre utérus qui pèse 1,5 kg, et mhm, puis on se balade avec notre brique de lait, là, enfin, notre utérus lourd comme une brique de lait, posé sur des muscles qui ne peuvent pas tenir. mhm. Donc en fait, c'est dans le postpartum que se créent beaucoup de dégâts, Ok. et notamment les descentes d'organes. Donc, il faudrait Donc faire moi, quoi? Il faudrait ne pas bouger, rester allongé, ou il faudrait au contraire être actif? alors on peut déjà, de toute façon, on ne va pas rester allongé toute la journée, mais c'est l'idée d'être plus à l'horizontale qu'à la verticale pendant la première semaine, par exemple. D'accord. Ok. Et puis après, d'alterner vraiment, de marcher un moment, mais de se reposer entre deux, et puis de ne pas être vraiment, mais dans une idée erronée qu'on doit refaire des balades de 5 heures à 2 semaines postpartum. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça rejoint en fait tous les sujets, que ce soit le sport, l'alimentation, le travail, je dirais tous les sujets de la vie. C'est Mhm. toujours lié à la performance en fait à Ouais. notre époque. C'est toujours il faut être performant, il faut Mhm. être fort ou forte, il faut Mhm. vraiment montrer que tout va bien. On n'a pas le droit Mhm. d'avoir de failles, de défauts ou d'aller juste moins bien ou d'être juste en convalescence et que les gens le comprennent. Bon, là, la plupart du temps, les gens comprennent, heureusement. Mais il y a quand même cette notion de performance et c'est intéressant que tu le dises, même après l'accouchement, alors qu'on devrait justement être hyper bienveillant en fait avec les femmes Mhm. qui viennent d'accoucher. Mhm. Exactement, c'est vraiment. En fait, aussi, il faut réaliser qu'on est la seule culture qui n'avons pas un postpartum où les femmes sont couchées, que ça soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Les Ok. femmes sont en général couchées 30 à 40 jours. Ah ouais. Et puis, Ok. il y a une prise en charge très importante au niveau de tout du quotidien. Et puis, la femme, elle est couchée, et puis elle se repose, et puis elle s'occupe de son bébé. Et puis ici, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas du tout positivement quand les femmes disent qu'elles veulent se coucher après l'accouchement. C'est quelque chose qu'on a perdu et qui a existé avant ou ça n'a jamais existé dans notre culture? Ça, franchement, ça fait longtemps que ça n'existe plus, en tout cas, parce que quand on lit les récits des sages-femmes valaisannes du début du siècle ou du siècle dernier, il y a déjà quand même une idée qu'elles devaient se remettre au travail assez vite. Ok. Par contre, il y avait des séjours à la maternité beaucoup plus longs. Mhm. Hein, c'était il y a 10 jours, 2 semaines. Maintenant, c'est 3 4 jours. Puis maintenant, avec le Covid, encore beaucoup moins. Mhm. Et puis, alors heureusement, il y a les sages-femmes qui viennent à domicile, qui peuvent passer des messages très, très, très importants aux patientes pour les guider dans cette réhabilitation, parce que c'est vraiment une réhabilitation. Mhm. Puis ces sages-femmes font un travail vraiment très, très, très important. On a besoin d'elles pour mettre ces bonnes habitudes,
puis que la patiente comprenne qu'elle a le droit d'écouter son corps. Mhm. Et puis là aussi, hein, pour les femmes qui nous écoutent et qui ont accouché, souvent, après l'accouchement, quand on se relève, Mhm. on a une sensation de pesanteur Mhm. importante sur le plancher pelvien. On a l'impression qu'on a les organes lourds, puis que le périnée est lourd. Et puis on se dit, ah ben sûrement c'est normal, c'est à cause de l'accouchement. Mais c'est un signe qu'on doit écouter. Mhm. C'est vraiment la musculature qui dit, non mais stop là, Ça moi pose je me pas, suis en quoi. train de me faire, voilà, c'est trop, Mhm. donc repose-toi. Faut se mettre allongé à l'horizontale, ok. Exactement, on se D'accord. repose de nouveau un moment. Et puis on respecte les signaux du corps, Ouais, comme d'habitude, quoi. tout simplement, Ok. comme d'habitude. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Du coup, qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que tu préconises? Donc, on a compris donc quand même la première semaine plutôt être à l'horizontale et écouter son corps, se reposer. Et une fois Mhm. qu'on veut passer dans la phase, on va dire, de rééducation, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La rééducation, elle commence dès le moment de l'accouchement, dans le sens où dès le moment où on va reprendre une respiration ample, une respiration abdominale, on va déjà commencer à retravailler notre plancher pelvien. Ça aussi, il faut bien pouvoir visualiser ce lien qu'il y a entre le diaphragme respiratoire. Le diaphragme, il est immense. Mhm. C'est une énorme coupole musculaire hein, qu'on voit ici de face Les profils, ouais. et de profil. Et puis, cette coupole musculaire, elle bouge quand on respire. Et puis, le mouvement de ce diaphragme est complètement en lien avec le mouvement de ce périnée. Donc, on peut s'imaginer que quand on va reprendre des bonnes respirations profondes, ce qu'on ne peut pas faire en fin de grossesse parce que le bébé fait remonter le diaphragme vers le haut, Donc, on a un peu le souffle court, c'est ça? on a le souffle court et puis le diaphragme, il a une course qui est bloquée. Ouais, ok. Après l'accouchement, on va retravailler à avoir une bonne respiration ample. Mhm. Et puis, on va remettre en route notre plancher pelvien en même temps, en Mhm. faisant des contractions, Mhm. en commençant à amorcer un travail aussi abdominal. Mhm. Donc là aussi, hein, souvent, il y a des contradictions parce qu'on entend beaucoup dire qu'il ne faut surtout pas faire d'abdos après un accouchement. Alors, ce qui est vrai pour certains abdos, on ne va pas se mettre à faire des crunchs juste après l'accouchement, ça serait du massacre. On rappelle, c'est On le mouvement. Donc, on va rien faire en raccourcissement. Par contre, on va déjà pouvoir expirer, serrer notre plancher pelvien et puis laisser le transverse abdominal, donc le muscle abdominal qui est dans le bas de l'abdomen, hein, en tout cas qu'on peut palper dans le bas de l'abdomen, puis qui est un muscle expirateur, on va déjà lui laisser reprendre son travail aussi, parce que c'est aussi un muscle très étiré pendant la grossesse. Mhm. Donc, on peut commencer en fait cette rééducation très, 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 très vite après l'accouchement. De Ah, quoi? directement dans les jours qui suivent. Il y a Donc, tout un tas. Ouais, je t'entends ok. bizarrement. Ouais. Voilà, c'est bon. Mhm. Et puis, au fil des semaines, eh ben, on va pouvoir augmenter, on va marcher de plus en plus, évidemment, et puis on va alterner les postures, et Mhm. puis on va mettre un soin important à travailler à sa posture, parce que là, encore une fois, rééduquer un plancher pelvien chez quelqu'un qui se tient avachi toute la journée, ça n'a aucun sens. Donc, on va vraiment se dire, OK, on travaille sur la posture, et puis sur cette posture, on va travailler des contractions du périnée, et puis la sangle abdominale profonde. Et ça peut se faire dans les 6 premières semaines sans aucun problème. D'accord. En adaptant, j'imagine, les exercices quand même. Pas- Alors, on fait des exercices le plus souvent couchés, couchés sur le dos, couchés sur le ventre, couchés sur le côté. Mhm. Mhm. Et puis, quand ça va vite, puis que ça va bien, on peut faire des 4 pattes, on peut faire des exercices assis. Donc, il y a tout un tas d'exercices qu'on peut déjà faire pendant cette période des 6 semaines. Mhm. Et quand tu Et parles de la posture, il y a tout le travail aussi des épaules, des trapèzes, du dos, du grand dorsal, etc. C'est vraiment travailler tout le tronc, les bras, etc. aussi. oui, alors je dirais surtout, la grande difficulté du postpartum, c'est qu'il y a un bébé. Et puis, du coup, la patiente, elle est très prise quand même par les soins au bébé.
Et puis, elle va être dans ses positions de maternage, donc toujours penchée en avant. Le dos Et puis, court. elle va devoir tourner pour attraper le bébé dans le maxi-cosy. Donc, il faut retravailler aussi à ce que la patiente puisse se sentir gainée, peut-être dans un premier temps, plus que de travailler spécifiquement, par D'accord. exemple, les bras. Donc, on travaille sur la notion d'autograndissement que j'ai vu parce que j'ai regardé des cours que tu donnais, qu'il y a toujours aussi cette notion de se tenir grand. Et puis que finalement, quand on fait ça, eh ben, c'est déjà une manière d'ériger notre colonne vertébrale, de vérifier qu'on soit avec les épaules en dessus du bassin, et puis qu'on ne soit pas dans des positions avec les épaules en avant, et puis surtout avec le bassin arrondi. Hein, quand on allaite, par exemple, on a tendance à amener les fesses en avant sur la chaise, puis on se retrouve avec un dos tout rond. Et ça, c'est une position qui est absolument délétère pour la colonne vertébrale, mais aussi pour le plancher pelvien. Ouais, c'est une position qu'on adopte souvent dans le canapé ou en voiture. Voilà, C'est exactement. les fameuses positions qui entraînent les douleurs lombaires, surtout aussi. Ouais. Exactement, ça entraîne beaucoup de douleurs lombaires. Ouais. Et du coup, donc gainage de face, gainage de côté. Alors, plutôt tout ça, ça va se faire après les 6 semaines. Voilà. Après les 6 semaines, d'accord. Donc là, tu fais vraiment travail allongé, donc sur le dos, sur le ventre, mais du coup, quel mouvement tu fais dans les 6 premières semaines? Ça va être beaucoup des mouvements liés à, comme moi j'appelle ça, le périnée expire. Donc, on va activer le plancher pelvien, faire une expiration par la bouche. Et puis, quand on fait ça, ben, on sent tout de suite, hein, si vous le faites, vous, à la maison, que vous êtes dans une posture érigée, que vous serrez votre plancher pelvien en expirant par la bouche. On sent très bien qu'il y a un travail abdominal bas qui se met en marche. Puis, si on continue l'expiration, on sent aussi qu'il y a les muscles obliques qui viennent prendre le relais aussi, qui viennent travailler. Donc, c'est déjà du gainage, mais simplement, on le fait dans des positions où on ne va pas risquer de se faire mal, hein, ou que ça soit une trop grande charge. Donc on y va. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est encore dans un état ligamentaire qui est vraiment relâché, surtout s'il y a un allaitement. Donc c'est aussi vite fait de se bloquer une sacro-iliaque en faisant un gainage, même sur les coudes. Un taco, on ne bouge pas bien, puis clouc, là, c'est... Donc, je trouve, dans les 6 premières semaines, on y va vraiment mollo. On peut travailler en position assise aussi, à faire des exercices de gainage, de stabilisation du tronc. En fait, refait de la stabilisation du tronc. Et puis, on laisse ce temps des 6 semaines passer. Il y a des fois des épisodes et des déchirures aussi. Donc, finalement, c'est pas un moment où on aurait envie de commencer à faire des jumping jacks, quoi. C'est pas bon. Effectivement. Ouais, donc comme d'habitude, y aller gentiment, progressivement, écouter son corps et puis pas trop presser la chose. Il y a Patricia qui a posé une question tout à l'heure que je trouve intéressante. Elle demandait si le fait d'avoir des enfants de manière rapprochée, ça a augmenté les problématiques liées au périnée et à la descente d'organes. Donc, mais moi, je crois que ces enfants ont 2 ans d'écart, mais on connaît des gens qui ont des enfants qui n'ont qu'1 année d'écart. Est-ce que ça abîme encore plus ou tu n'as pas constaté de grosse différence? Alors, ça peut. Il ne faut pas oublier avec l'histoire du périnée qu'on part tous avec un capital lié à notre hérédité. Et puis là, il y a vraiment déjà, comme toujours, il y a un peu une injustice parce qu'il y a des femmes qui ont un tissu beaucoup plus résistant, des fibres conjonctives qui vont être plus résistantes. Et puis une fermeture de l'urètre aussi, donc une fermeture de la vessie aussi bien résistante. Et puis qui pourront avoir des grossesses tous les 16 mois et puis qui n'auront pas de descente d'organes. Et puis d'autres femmes qui laissent un intervalle plus long et puis qui quand même ont leur vessie qui descend ou des fuites urinaires. Donc c'est très difficile de répondre. Moi je dirais quand même, on peut dire que des accouchements très rapprochés à moins de 2 ans, c'est quand même pour le corps un état du coup hormonal où il va y avoir quasi non-stop la progestérone, la relaxine qui va détendre les tissus.
Et puis, du coup, peut-être un risque un peu augmenté, surtout si la femme n'est pas consciente qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas qu'elle fasse. Par exemple, être constipée et puis pousser pour aller à selle tous les jours, ben, ça fait évidemment des dégâts sur la position de nos organes. Faire des crunchs, hein, justement, voilà, ben, c'est pas non plus le truc à faire entre deux grossesses. Donc, on va essayer d'éviter d'augmenter la pression intra-abdominale. En fait, on va essayer de faire du sport entre deux, de manière à ne pas faire augmenter la pression qu'on a entre le diaphragme et le plancher pelvien. Okay. Parce que sinon, c'est le plancher pelvien et les organes qui vont ramasser. Et du coup, bien adapté en fonction de son cas, de sa situation personnelle, quoi. D'où l'importance de se faire accompagner à ce moment-là par... Voilà. Moi, c'est ce que je dirais pour ensuite, c'est que on a un rendez-vous chez le gynéco à 6 semaines, et puis il n'est pas là par hasard, parce qu'encore une fois, les 6 semaines, c'est le temps qu'on donne habituellement comme temps de convalescence pour toutes les lésions ostéo-articulaires. Et puis, si on va chez le gynéco à 6 semaines, c'est l'occasion normalement de faire aussi un bilan de où on en est. Est-ce qu'il y a des fuites urinaires? Est-ce qu'on sent des grands changements au niveau de la position de nos organes? Des femmes qui sentent en se lavant qu'il y a comme une boule qui arrive à fleur du vagin. Il y a des femmes qui ont l'impression vraiment qu'il y a une pesanteur. Il y a des femmes qui ont beaucoup encore d'hémorroïdes ou de gènes du côté de l'anus. Il y en a qui ont des douleurs. Si elles ont repris les rapports sexuels, il y en a qui sentent que c'est pas top. Donc, cette période des 6 semaines, c'est l'occasion de faire un bilan. Et puis de se faire accompagner s'il y a des choses un peu qui posent question. Et même s'il n'y en a pas, moi, je trouve que ça vaut largement la peine d'aller consulter chez quelqu'un qui fait de la rééducation, que ce soit un physio ou une sage-femme, pour faire un bilan. Il y a aussi l'histoire de la paroi abdominale. Il y a peut-être des femmes là qui nous écoutent qui ont un diastasis. Donc, le diastasis, c'est quand les deux grands droits abdominaux s'écartent et puis qu'il y a comme un espace entre les deux faisceaux du grand droit. Ça, c'est très, très, très important de rééduquer ça dans un postpartum immédiat. Parce que ça a des incidences sur des douleurs lombaires, ça a des incidences sur les descentes d'organes. Donc, typiquement, on va travailler à rétablir cette musculature abdominale. En travaillant le transverse, c'est beaucoup de travail des muscles obliques aussi. Puis ensuite, on va ajouter aussi le grand droit, mais il faut faire ça dans l'ordre. Et puis, on peut mettre du tape aussi abdominal, mettre en place un tape pour indiquer à la musculature dans quelle direction on aimerait qu'elle aille. Et puis, donner surtout les bonnes instructions de posture et d'exercice à la patiente. Juste pour expliquer rapidement, le tape, c'est ces fameux... c'est pas des pansements, mais c'est des bandes en fait qu'on colle souvent pour les blessures. Vous voyez souvent les coureurs se mettre ça autour des genoux, autour des chevilles, au niveau des épaules, etc. pour certains sportifs. Et là, on préconiserait de les mettre autour ou sur l'abdomen, c'est ça? Oui, exactement. On les met en fait, on prend souvent le petit diastasis, il est un peu en dessus du nombril. Alors on a tendance à mettre le tape en lui donnant une traction pour qu'il tire les deux faisceaux, pour qu'il rapproche les deux faisceaux du grand droit. Plutôt qu'ils s'écartent, on veut les rapprocher. Donc, on place les tapes un peu en diagonale pour pouvoir rapprocher ces deux faisceaux. Et puis, il y a des exercices à faire, et puis on tient ça sous contrôle. Souvent, ça évolue très bien. Et puis, il y a quelques situations où vraiment, il y a un gros diastasis, puis où ça nécessite une chirurgie, mais c'est quand même, heureusement, pas dans la majorité des cas. Mais encore une fois de plus, ce bilan dans les 6-8 semaines, il est vraiment utile parce que du coup, on va pouvoir adopter une stratégie personnalisée. Et puis, parce qu'on ne peut pas, et puis par exemple pour toi qui as les patientes après, si la patiente, elle sait parce qu'elle a fait une rééducation, qu'elle doit faire spécifiquement attention, par exemple au saut, parce qu'elle a sa vessie qui bouge un peu beaucoup et puis qu'on aimerait encore essayer de la stabiliser, eh ben, le coach, il est aussi après informé que chez cette patiente-là, on va travailler sans impact. Ouais, mais si c'est quelqu'un du coup qui n'a pas fait de rééducation ou qui n'est pas allé plus loin que le rendez-vous gynécologique après 6 semaines et puis qui a eu des enfants il y a 10 ou 20 ans,
et qui a toujours ces soucis par rapport au saut, puis par rapport à tout ce que tu expliquais précédemment. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau du coach, justement, au niveau du sport? Il faut en tout cas, moi je dirais qu'il faut s'assurer que la cliente, elle sait gainer sa musculature profonde. D'accord. Et puis, du coup, pouvoir absorber au maximum l'impact sans que ça soit le périnée qui ramasse à chaque fois lors du saut toute la pression. Et pour ça, il faut un travail vraiment en fait, de ce que j'ai vu que tu faisais beaucoup dans tes cours, c'est-à-dire les squats et le gainage, parce que c'est quand même comme ça qu'on arrive à faire que toutes les chaînes musculaires, postérieures, les latérales, que dans tous les mouvements, on arrive à stabiliser et stabiliser le bassin aussi, avec des moyens fessiers qui soient aussi forts. On voit en fait clairement qu'une femme qui a des bons quadriceps, des bons moyens fessiers et une bonne capacité à gagner, elle a beaucoup plus de chances de pouvoir refaire des sports avec impact et des sauts, même si elle a une petite déficience ou l'autre au niveau de soit de la position de ses organes ou de son périnée, qu'une femme qui gagne, qui ne s'est pas bien stabilisée. Donc ce plancher pelvien, il faut vraiment le voir comme il est pas tout seul. Et puis on aurait beau travailler, faire des contractions, plein de contractions, je sais pas, 100 par jour, si le reste du corps, il ne sait pas se positionner correctement, puis absorber à quelque part cette augmentation de pression qu'on lui impose par l'impact, on aura toujours quand même des soucis. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pendant des années, au début de la rééducation, dans les années 80, on a vraiment mis l'accent sur le côté, c'est des muscles trop faibles, on va les renforcer. Et puis on disait aux patientes, allez-y, faites des séries de contractions, il en faut 100 par jour. Et puis elles devaient serrer ce périnée. Puis c'était décevant comme résultat. Ouais, parce que c'est trop complet, en fait. C'est bien de le faire, mais pas que ça, en fait. Ouais. Voilà, ça suffit pas, en fait. Le point numéro 1, c'est d'être dans une bonne posture quand on va faire un exercice physique. Okay. C'est pour ça que le coach est important aussi, parce que quand on fait des trucs tout seul ou qu'on n'est pas sous supervision, ben c'est très vite arrivé de ne pas être dans une posture adaptée, même quand on fait du gainage. Ouais, de se faire mal. Ouais, bah ça, c'est très, très courant, les gens que je récupère quand on leur fait faire les premiers exercices de test, rien que sur les squats, les fentes, le gainage. On y va progressivement, mais on voit qu'effectivement, il y a des lacunes au niveau de la simple position statique. Ils ne jouent pas, quoi. Ouais, effectivement. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça complète vraiment le travail que je fais aussi. C'est-à-dire que là, on parle du périnée, mais en fait, il faut muscler les fessiers, il faut muscler les quadriceps, donc l'avant des cuisses, les ischios, l'arrière des cuisses, les lombaires, le bas du dos, les obliques, donc c'est tout le côté des dos, et le grand droit de l'abdomen, donc devant. Et puis si on rajoute après les dorsaux, etc. Les dorsaux sont très importants aussi, ouais. Le plus délicat, c'est les grands droits de l'abdomen. Parce que quand on les travaille... C'est ce que tu ferais en dernier, hein, si j'ai bien compris, c'est ça? Excuse, j'ai pas entendu. Le grand droit de l'abdomen, c'est ce que tu ferais en dernier. Tu disais qu'il y avait exactement. Exactement. Ouais. Puis on les travaille beaucoup vraiment de manière isométrique pour pas justement augmenter trop la pression à l'intérieur de la cavité abdominale. Là, j'ai vu une question passer sur la respiration, justement, hein, à quel moment contracter le périnée. On va répondre aux questions, quelques-unes, ouais, vas-y. Donc, ouais, contracter le périnée à l'expiration ou à l'inspiration? Alors, on va toujours le contracter à l'expiration. Parce que quand on inspire, notre diaphragme respiratoire descend, il s'abaisse pour donner de la place aux poumons. Et du coup, notre plancher pelvien a aussi tendance à s'affaisser, à descendre. Ce n'est pas du tout le bon moment pour le contracter. Par contre, quand on expire, on va faire remonter notre diaphragme respiratoire. Et puis, c'est le parfait moment pour pouvoir serrer le plancher pelvien. Donc, ça sera sur l'expiration. Toujours. Et puis, ça tombe bien puisque dans le sport, après, on va aussi toujours faire l'effort dans l'exercice sur l'expiration.
Ça diminue la pression dans la cavité abdominale et puis on peut contracter le plancher pelvien à ce moment-là. Donc, si on est sur un tirage, on va expirer au moment où on tire. Exactement. Yes. Ouais. Pareil pour à moins qu'on travaille autrement puis qu'on mette un gros effort à repousser. C'est le moment où il y a le plus d'efforts. On va privilégier une expiration pendant ce moment-là. Exactement. Finalement. Exactement. Ok, et il y avait Nathalie aussi qui avait posé une question juste avant, je ne sais pas si elle est encore là, mais elle disait dans le cas d'un accouchement très rapide, est-ce que le périnée souffre plus ou moins que si l'accouchement dure plus longtemps? Est-ce que ça a un impact? Alors oui, ça peut avoir un impact, oui, absolument. Okay. L'idéal, c'est un accouchement où la tête du bébé arrive progressivement sur le périnée, puis où elle le détend, où elle reste pas des heures sur ce périnée, ça c'est embêtant, hein, quand la tête du bébé fait comme ça, un peu bouchon, qui monte, qui redescend, ça c'est embêtant. Et c'est maîtrisable, ça? Ça peut arriver des fois que vraiment le bébé il descend un bout et puis sa tête remonte, puis il redescend. Puis là, quand ça reste comme ça longtemps sur les fibres musculaires, c'est embêtant. Okay. Mais par contre, si un bébé descend trop vite, puis que sa tête arrive ça s'appelle un accouchement en bouchon de champagne, parce que flap, ça y va fort. Les fibres musculaires n'ont pas le temps de se détendre progressivement et on a plus de risques d'avoir des déchirures, par exemple. En fait, ni trop rapide, ni trop long, quoi. En fait, il faut et voilà, comme toujours. Comme toujours. Exactement. Okay. Ça marche. Puis du coup, moi, j'avais aussi deux questions. Une par rapport à la question de Patricia tout à l'heure, par rapport au temps entre les accouchements. Est-ce qu'il y a un temps idéal, entre guillemets, entre deux accouchements? On pourrait faire une moyenne. Est-ce qu'il faudrait attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans entre deux accouchements, ou est-ce qu'il n'y a pas de règle? En général, les femmes aussi vont assez bien sentir elles-mêmes. Il y a des femmes qui vont sentir que franchement, elles ne se verraient pas retomber enceintes parce qu'elles sentent que leurs tissus ne sont pas encore remis. D'autres qui récupèrent plus vite. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en gros, dans l'année qui suit un accouchement, il y a tout un tas de processus encore au niveau de la cicatrisation des tissus, au niveau du métabolisme même, qui prennent à peu près une année. Et notamment sur la régulation de la tension des ligaments, on sait que tout ça, c'est ce qui évolue en dernier, surtout si on allait, et que du coup, de laisser de toute façon une année où on n'est pas enceinte entre deux, donc ça fait une différence en gros de 1 année et demie, 2 ans. 2 ans. Plutôt 2 ans qu'une année et demie, je dirais. Et donc, du coup, en fait, faire un peu un premier bilan au bout d'une année et puis voir, en fait, à ce moment-là, comment on se sent et si on est prêt pour avoir un autre enfant, quoi. Mais pourquoi pas? Mais moi, j'ai l'impression que, par exemple, que chez mes patientes, vraiment, à un moment donné, elles le sentent. Okay. Elles se remettent à bouger, elles reprennent leur activité physique. Puis à un moment donné, elles se disent, ben voilà, là, je sens que des changements, j'en ai, mais là, j'ai retrouvé un équilibre maintenant. Et puis, du coup, ça ne fait pas peur d'avoir une deuxième grossesse. Ouais, on peut repartir, quoi. Ouais. Okay. Voilà, exactement. Et du coup, dans le cas qui se présente quand même à moi le plus souvent, c'est des femmes. Alors, je ne sais pas si elles ont eu accès à l'information ou à la rééducation nécessaire juste après leur grossesse, en tout cas les 6 semaines ou même l'année. Mais souvent, c'est des femmes qui ont quand même eu des enfants il y a au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des cas comme ça? Mais tu dis surtout s'il y a une problématique d'incontinence ou de... Ouais, ou ou bien pas spécialement. S'il y a eu une descente d'organes et qu'il n'y a pas eu un travail qui a été fait pendant les 10 dernières années, ou vraiment un travail très superficiel, si ouais, il y a des problèmes au niveau de la vessie, au niveau effectivement de l'incontinence, c'est vraiment des physiques et physiologiques qui n'ont pas vraiment été traités, et que la femme en fait aimerait refaire du sport, mais sans que physiquement à cet endroit-là, elle est gênée, bloquée et elle n'ose pas aller plus loin. Est-ce qu'on peut agir et faire quelque chose là-dessus? Moi, je dirais que
c'est jamais inutile de refaire un bilan, même si c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans après une naissance. Mhm. Parce qu'il y a des femmes aussi qui restent des fois avec des difficultés qu'elles pourraient clairement améliorer Mhm. en connaissant des exercices spécifiques pour le plancher pelvien Mhm. que tu ne peux pas forcément, toi, leur apprendre parce qu'il faut pouvoir aussi évaluer comment il est, ce périnée. Et puis ça nécessite quand même de pouvoir vraiment faire un examen avec un toucher vaginal pour aller voir ce qui se passe réellement. Est-ce qu'elle sait vraiment aussi déjà le contracter? Ou Mhm. est-ce que ce périnée, il peut plus contracter parce qu'il y a eu un dégât neurologique? Ça Mhm. arrive de temps en temps. Et puis qu'il n'y a pas de réponse du plancher pelvien. Mhm. Ou est-ce que tout marche bien, mais c'est lors des impacts qu'il y a des fuites urinaires? Ça permet de refaire le point et puis de se dire, OK, ben voilà, chez vous, la fragilité, elle se situe là. Donc, on va travailler spécifiquement en rééducation du périnée, cet aspect-là. Et puis, elle va pouvoir amener ça après dans les cours avec toi. Mhm. Parce qu'elle va mieux comprendre ce qui se passe pour elle. Et Mhm. puis, elle sera aussi capable de dire, ben voilà, moi, en fait, je peux faire tous les exercices qui ont des petits impacts. Mhm. Mais, OK, je ne vais pas faire ceci, cela, parce que là, je sens que j'arrive pas à compenser. Mhm. Et puis toi, tu peux, j'imagine, enfin, j'ai vu dans tes cours qu'il y avait souvent une option qui était donnée entre des moments où il y a justement les impacts et puis une autre formule On fait où ça. voilà. Ouais, parce que sinon, en fait, on s'est rendu Donc, compte que les femmes ne pouvaient pas faire en fait l'exercice du tout. Donc, si on ne donne pas la version facile sans le saut, bah, il y a un gros trou dans les exercices et puis ça crée une frustration, ça crée une pause beaucoup trop longue dans la séance. Puis du coup, c'est pas efficace en fait. Donc, il y a le meilleur temps de garder le mouvement, mais sans les impacts. Mais c'est vrai que. Comment? non, c'est juste, tout à fait. Je dis, oui, Ah oui, c'est ouais. exactement ça. Puis du coup, bah, en fait, ouais, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner. Mais ce qui est intéressant dans ton intervention de ce soir, c'est de savoir justement euh, si ça peut revenir ou si dans certaines situations, ben, ma foi, soit c'est trop tard ou soit c'est une question voilà, simplement physiologique et que ce sera irréversible. Non, ça peut revenir. Mm. Ça peut revenir si on travaille spécifiquement là où il y a le point de fragilité. Et puis Mm. ça, on n'est pas toujours soi-même capable de le savoir. On a besoin des fois même d'un bilan urogynécologique, et donc on peut aller faire un examen qui montre où est le point de faiblesse. Mm. Par exemple, typiquement, il y a des femmes chez qui, si on prend, si on s'imagine que ça c'est la vessie, Mm. et puis l'urètre ici, le petit conduit qui fait sortir l'urine, Mm. imaginez que la vessie, elle se ferme en haut de l'urètre, là où j'ai mon doigt. Ouais. Et puis là, il y a deux petits muscles. Mm. Un qu'on peut travailler parce qu'il travaille avec le plancher pelvien, donc on va pouvoir avoir une incidence sur lui. Mm. Mais il y a aussi un petit muscle qui travaille tout seul, puis dont on hérite avec une force plus ou moins bonne. Puis il y a des femmes chez qui cette force-là, elle est vraiment pas géniale. Et puis déjà à la gym de l'école, quand elles sautaient, elles avaient des petites pertes urinaires. Bah, chez Ouais. une femme comme ça, typiquement, si elle ne veut pas avoir une intervention chirurgicale, ce qui n'est pas forcément nécessaire, hein, d'ailleurs, encore une fois, eh ben, c'est vraiment pas une bonne idée de lui faire des sauts, Ouais. typiquement. Mais ça ne va pas l'empêcher d'avoir une activité sportive, de faire du vélo, de la natation, du nordic walking, du gainage, du pilates, du yoga, et tout un tas de choses. Et puis peut-être la seule chose qu'elle ne va pas faire, ben, c'est des sauts. Et si elle pratique un sport où elle fait déjà des sauts, elle est obligée de l'arrêter? Ben, soit elle supporte, elle se dit, bon, ben voilà, c'est trop important pour moi. Moi, j'ai des femmes qui veulent continuer à courir, alors Mhm. qu'elles ont justement une petite déficience ici de la fermeture de l'urètre, avec un urètre qui bouge un peu beaucoup pendant qu'elles courent. Il y en a Mhm. qui ont l'impression que leur vessie bouge comme ça dans le bas-ventre. Une partie des patientes va se dire, ouaf, je sens que c'est pas top pour moi, ça. J'aime autant me mettre au nordic walking. Mhm. Et puis voilà. Puis d'autres vont dire non, mais moi, je ne peux pas vivre sans courir. Mhm. Et puis du coup, je continue. Et puis pour ces femmes-là, on va par exemple leur proposer des petites aides qu'on peut
placés à l'intérieur du vagin. C'est des petits dispositifs qu'on va mettre en fait dans le sens. Donc, ça a une forme un peu bizarre, c'est souple, mais quand même, ça a une certaine rigidité. Puis, on va le mettre dans ce sens-là pour que la partie avant de cette courbe aille appuyer contre l'urètre. Et puis que ça aide à fermer et à maintenir les structures en place pendant qu'elle les impacte. Mais c'est pas fait pour muscler, c'est fait pour tenir. C'est fait pour, exactement, c'est fait pour retenir et puis pour aider à mieux retenir l'urine. D'accord. Si une patiente a une descente d'organes et puis qu'elle a quand même envie d'aller courir, mais qu'elle ne veut pas aggraver sa descente d'organes, elle peut aussi utiliser un petit PCR cube souple qu'elle peut placer à l'intérieur du vagin. On voit, c'est comme ça. Ouais. C'est pas super agréable, mais enfin, ça permet quand même de maintenir les parois en bonne position pendant les impacts. Et puis, ça permet d'être une solution aussi pour que les patientes puissent continuer une activité. Ce qu'il ne faut pas faire quand même. Ouais. C'est pas facile. Hein. Ouais. Moi, je dirais que le maître mot, c'est de ne pas se décourager avant d'avoir vraiment évalué toutes les pistes. Il faut se dire, OK, est-ce que vraiment je connais mon plancher pelvien? Est-ce que je sais l'utiliser? Et est-ce que ma musculature, en règle générale, elle est en bonne harmonie pour pouvoir au mieux éponger les impacts et puis que je puisse faire du sport complètement normalement. Et si ce n'est pas le cas, puis qu'il y a des fragilités, le deuxième maître mot, c'est l'adaptation, l'adaptabilité. C'est de se dire, OK, je renonce à ça, mais j'apprends autre chose. Et puis, il y a 1001 manières de faire du sport. Je trouve que pour ça, moi, j'ai beaucoup aimé voir dans tes cours qu'il y avait... Moi, je trouve qu'il ne faut pas se dire que la version sans saut, c'est une version au rabais. Non. La version sans saut, c'est une version qui est absolument importante, qui va travailler en profondeur, qui va peut-être un peu moins augmenter le cardio, mais qui a vraiment un sens et puis qui peut amener aussi une conscience corporelle très, très importante. Des fois plus que quand on saute un peu dans tous les C'est pour ça que souvent, je dis pas que c'est la version débutant, et que c'est la version simplifiée ou adaptée, en fait, sans le saut. Ouais. C'est effectivement, souvent, on le considère mal, on a l'impression qu'on va pas travailler, alors qu'en fait, on met encore le corps en mouvement, on pratique une activité physique, on s'active. Et même dans certains exercices là que j'ai vus ce soir, c'est alors ok, pas au niveau cardio, hein, mais au niveau purement du gainage, c'est plus compliqué de faire la version sans saut que de faire la version avec saut. C'est vraiment, c'est pas le même genre de muscle. Quand on saute, on travaille beaucoup les muscles qui sont plus externes, et puis on est moins sur les muscles qui font le gainage. Finalement, c'est nous, ce dont on a peut-être le plus besoin, les femmes, pour stabiliser cette paroi abdominale et nos organes, c'est vraiment d'avoir des muscles profonds qui tiennent la route, quoi. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Merci beaucoup. Ouais. Parce que c'est un message que je veux transmettre et puis qui est toujours long, donc il faut le rabâcher, il faut le dire. Parce que souvent, très très souvent, les gens se disent ouais, bah, je suis nul, je suis un débutant parce que je fais la version sans saut. Alors que tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. On ne travaille pas de la même façon. Exactement. Et puis du coup, ce que tu disais, c'est bien parce qu'on a eu une question exactement sur le sujet. C'était une femme d'une vingtaine d'années qui a jamais eu d'enfant mais qui est très sportive, qui a des fuites quand elle saute. C'est dû à quoi et que peut-elle faire? Donc on a en partie répondu. Hein, donc c'est dû à ce petit canal en fait entre la vessie et l'urètre, enfin la sortie de la vessie. Donc c'est ça. Hein. Exactement, ouais, au col, exactement. Cette jeune femme, elle a certainement pas un très très bon sphincter qui travaille involontaire. Et puis ça, il n'y peut rien. Déjà aussi, il faut vraiment se dire ça, c'est comme ça. Alors, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est quand même aller consulter chez quelqu'un qui fait de la rééducation pour être sûr qu'elle sait serrer et relâcher son plancher pelvien. Il y a aussi des jeunes femmes et des individus, hein, hommes et femmes, qui ont plutôt un plancher pelvien hypertonique. Donc, elles ont l'impression de ne pas avoir de force, mais c'est en fait parce que le périnée, il est déjà en train de travailler. C'est comme si on est en train déjà de travailler le biceps, et puis qui est tendu, du coup, puis qu'on dit, allez-y, serrez le biceps, puis on se dit, ah bah non, vous n'avez pas de force, hein, il est faible, hein, votre muscle.
Mais en fait, il n'est pas faible, il est déjà contracté. Mhm. Et il y a pas mal de patientes qui ont des planchers pelviens comme ça, Mhm. et puis à qui il faut apprendre à pouvoir détendre pour après mieux pouvoir travailler en force. Donc en fait, un muscle qui est hypertonique, il n'est pas utile. Il est rigide et il va ni être fort ni être souple. Et nous, ce qu'on veut avec tous les muscles du corps, c'est qu'ils soient forts et souples. Mhm. 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 Et le périnée, il est exactement pris aussi dans cette idée qu'on veut qu'il soit en mouvement. On le veut qu'il soit souple, fort quand on en a besoin, puis qu'il soit capable de se relâcher quand il n'a pas besoin de travailler. Donc c'est aussi une fausse idée de tout le temps vivre en essayant de serrer son périnée toute la journée. C'est juste pas une bonne idée. Mhm. Il est malin ce périnée, il va travailler si on est dans une posture correcte, ce périnée, il va travailler quand il y a besoin qu'il travaille. On n'a Mhm. pas besoin de se dire il faut que je le contracte, il faut que je le contracte. Sinon, on est tout tendu, on respire thoracique, et puis finalement, on a un périnée qui devient rigide. Donc, Mhm. c'est vraiment pas du tout l'idée. Donc, chez cette jeune femme, par exemple, typiquement, ça vaut la peine de faire un bilan pour voir si son périnée fonctionne normalement, et puis d'essayer d'améliorer encore cette continence par le travail de la posture et puis par le travail du périnée. Franchement, ça marche quand même souvent assez bien. Du coup, c'est quoi, physio? C'est quelqu'un comme toi qu'il faut aller voir? Physio femme, physio spécialisée. Je pourrais vous donner le nom d'un site. Il y a un site de physio qui sont formés en rééducation Ok. qui s'appelle aspug.ch. Ok. Aspug, A-S-P-U-G. Aspug.ch. Là, on trouve par canton tous les physios qui ont suivi une formation de rééducation du plancher pelvien. Mhm. Et puis, il y a aussi des sages-femmes, je le répète, parce que, encore une fois, les physios n'ont pas le monopole de la rééducation. Il y a aussi des Mhm. sages-femmes qui font très bien de la rééducation du plancher pelvien. On peut prendre rendez-vous avec des sages-femmes? On peut prendre rendez-vous aussi, oui. D'accord. Ouais, ouais, il y en a qui travaillent en libéral et puis qui font aussi des séances de rééducation. D'accord. Donc, Ok. pas un souci. Ça marche. Ok, bah écoute, on va prendre encore deux, trois questions, puis après on va te libérer. Euh, Mhm. du coup, on a une autre question. Peut-on récupérer au niveau des sphincters après un certain âge? Donc je pense après peut-être 50, voire 60 ans peut-être. On a de nouveau une phase un peu critique à la ménopause parce que c'est sûr qu'il y a aussi avec les œstrogènes qui baissent, on Mhm. a les tissus qui ont tendance un peu à se relâcher. Ça va être un peu plus difficile d'augmenter la masse musculaire de nos sphincters, si on peut dire ça comme ça. Mais Mhm. bien sûr, on peut encore améliorer les choses jusqu'à très très tard. D'accord. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que comme tous les muscles du corps, avec le vieillissement, il y a une tendance plutôt de la musculature à s'atrophier. C'est pour ça aussi que chez les personnes âgées, les problèmes d'incontinence, tant urinaire que fécale, sont très, très, très communs parce qu'on a beaucoup plus de difficultés à pouvoir là rétablir une continence complète avec ce qu'on arrive encore à travailler. Donc c'est quand même vrai que c'est un peu plus difficile de récupérer à partir d'un certain âge. Mais à un certain âge, c'est pas 50 ans. Hein. Ouais, c'était Je dirais, 60, 70, ouais. non, 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 il y a quand même de la marge. Puis moi, j'ai des patientes des fois très âgées, Ouais. mais très motivées, donc qui ont 80 ans, 85 ans, Mhm. puis qui ont vraiment envie encore de travailler cette musculature. Et Mhm. on voit le bénéfice quand même, même à cet âge-là. Mais du coup, en fait, c'est quand même mieux de le travailler le plus tôt possible, quoi. Faire- Oui, clairement, clairement. Ça, Ok. c'est clair. Vraiment, c'est sûr. Ok. Alors du coup, on va regarder. On avait eu une question qu'une personne qui ne pouvait pas suivre le live nous avait posée. Oui, c'est juste. Ouais. Donc, alors j'ai 52 ans, deux grossesses, dont la deuxième jumellaire. Depuis cette dernière, j'ai un problème de périnée déjà opéré il y a 20 ans. Mais cela fait quelques années que j'ai repris les séances de kiné. Compliqué car je n'arrive pas à ressentir la contraction du périnée et la pratique de certains sports est compliquée, et même dans le quotidien. Avez-vous une solution à mon problème? Alors, qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui te dit ça? Est-ce que tu as besoin de Moi, plus ça serait, c'est pas d'infos?
quand elle dit qu'elle ne sent pas sa contraction, alors soit il n'y a pas eu un travail qui a été fait avec elle vraiment au niveau du toucher vaginal pour qu'elle puisse vraiment venir comprendre ou travailler ce plancher pelvien. Alors ça, c'est possible. Des fois, il y a un travail des fois un peu trop global qui est fait. On utilise une sonde vaginale chez le physio et puis on dit à la patiente, allez-y serrer, sans forcément toujours qu'il y ait un travail avec les doigts sur les muscles. Et chez des femmes qui ont des difficultés à sentir où elles doivent contracter, c'est vraiment important qu'il y ait ce travail manuel. Parce que c'est comme partout dans le corps, on a besoin des fois d'être guidé. Ouais, je vois. Ouais. Donc, en fait, tu vas aller appuyer, par exemple, à certains endroits et tout de suite sentir si, en gros, c'est quoi? C'est renforcé, musclé, si c'est bien ou pas, en fait. Tu vas pouvoir... Exactement, est-ce que son muscle réagit quand elle le contracte? Et ça arrive de temps en temps qu'il y ait des femmes qui aient eu leur nerf, donc il y a un nerf, le nerf pudendal, qui nerve les muscles du plancher pelvien, qui a été comprimé pendant l'accouchement. Ça arrive. Chez ces femmes-là, elles auront beau essayer de serrer leur plancher pelvien, il ne se passe rien. Alors, si elle est dans ce cas de figure, cette patiente, ce qui est peut-être le cas, mais on n'en sait rien, elle va, évidemment, la physio chez elle, ça ne va pas apporter un grand bénéfice. Il faudra beaucoup travailler chez elle sur sa posture et puis sur le fait qu'elle décharge son périnée quand elle travaille dans le sport au maximum. Donc, elle ne va pas faire des exercices en raccourcissement ou des exercices avec des sauts, mais il faudra vraiment la guider sur du gainage pour qu'elle puisse quand même travailler et puis qu'elle n'ait pas les impacts négatifs de... Elle ne décrit pas si c'est une descente d'organes qui la dérange, mais je pense qu'il y a une descente d'organes, certainement. Peut-être qu'il y a encore quelques problèmes de fuite, c'est possible aussi. Ouais, faudrait rentrer dans le détail. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que soit on lui a pas bien expliqué, soit elle n'arrive pas, c'est certaines contractions, en fait, et que c'est d'abord... Des fois, franchement... Exactement. Pour améliorer les choses. On essaye vraiment de guider la patiente et tout, puis on se rend compte qu'en fait, s'il y a vraiment un problème neurologique, ça arrive malheureusement de temps en temps, quand même. Surtout quand il y a eu un forceps. Là, elle a une grossesse gémellaire. Alors, je ne sais pas si elle a accouché par césarienne pour ce deuxième accouchement ou par voie basse, mais je trouve qu'un bilan serait peut-être pas de trop. Chez un physio spécialisé. Exactement. Ou on reparlait à son gynécologue, puis qu'il refasse un examen, un bilan urodynamique. Le bilan urodynamique, c'est un examen qui va vraiment évaluer le plancher pelvien, la fermeture de la vessie, comment cette vessie elle se vide, toute la fonction de cette région-là. Et puis, ça permet un peu de tirer un plan d'action. Ok, chez cette patiente, on va pouvoir travailler par des exercices. Chez celle-ci, on va s'aider avec un médicament. Parce qu'après, il y a aussi tous les problèmes d'urgence mictionnelle. En fait, il faudrait à peu près, je pense, 10 soirées encore pour pouvoir raconter tout ça. Il y a plusieurs choses. Et puis, ce bilan permet de pouvoir un petit peu tirer un plan d'action. Ouais, écoute, moi, je propose qu'on en reste là pour ce soir. Et puis, dites-nous en commentaire, que ce soit les personnes qui sont en live, je vois qu'il y a encore des gens qui sont présents, si vous avez d'autres questions. Et puis, si vous voulez qu'on refasse une session prochainement, pour aller peut-être un peu plus loin, je ne sais pas, dans les exercices, dans tout ce que tu expliquais par rapport à la respiration, peut-être des choses un peu plus pratiques que théoriques, pour vraiment montrer comment faire, comment ça se passe. Là, je pense qu'on a fait un bon tour global du post-accouchement et puis des durées de ce qui était possible de faire. On a un petit peu ciblé ce qui était problématique chez les femmes. Maintenant, peut-être ce qui serait intéressant, ce serait de rentrer dans le côté pratique. Donc, quels exercices réaliser, comment bien contracter le périnée, ou en tout cas les bonnes parties, comment bien faire un bon travail. Ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport au grand droit de l'abdomen, donc c'est une diastasie, c'est ça, hein, c'est juste. Un diastasis. Ou une diastase, en France, ils disent diastase des grands droits. Et puis,
Et puis voilà, bah, dites-nous en commentaire hein, si ça vous intéresse de refaire une session prochainement. On organisera ça avec grand plaisir. Moi, je te remercie beaucoup, Fabienne, du temps Avec que tu as accordé. plaisir. C'était Merci. bien sympa. Ouais, c'était cool. Merci Et d'avoir répondu. merci à tous pour votre écoute et pour les commentaires. C'est sympa. Mhm. Et Bonne puis, bah, expérience. c'est difficile de faire de la pratique comme ça par Skype, mais si jamais, on peut toujours essayer de réfléchir à un petit concept. Ouais. Ouais, enfin, je disais pratique dans le sens, voilà, exercice de respiration, quels exercices de gainage réaliser, peut-être utiliser le tape, parce que moi j'en ai à la maison, donc de montrer comment le positionner en fait sur l'abdomen, tu vois, je sais pas se désigner comme ça un peu Bravo. en vrac, quoi, mais voir ce qui pourrait être intéressant. N'hésitez pas à partager, posez encore vos questions, hein. Fabienne fait partie du groupe, donc elle verra les questions qui sont posées. Et puis voilà, on organise ça avec grand plaisir une prochaine fois. Ça marche. Merci à tous. Puis toute bonne soirée. Yes, merci tout le monde. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. Ciao, ciao.